Le 28 mai 2009, près de Metz, deux pêcheurs font une découverte particulièrement macabre. Dans l'étang flotte le cadavre d'un homme, rapidement identifié. Il s'agit de Serge, 44 ans, un habitant de la région. Se serait-il noyé? Se serait-il suicidé? Pour faire la lumière sur cette affaire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'avocate pénaliste Nathalie Galland. Bonjour Nathalie. Bonjour Sabrina. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous emmène l'histoire du jour? L'histoire du jour nous emmène en France, ça c'est relativement habituel, mais plus particulièrement dans le département de la Moselle, dans une toute petite commune d'un peu plus de 13 000 habitants. C'est une commune calme, habituée, je dirais, à une vie sans le moindre fait divers, et l'on va subitement découvrir la disparition de Serge, qui a 44 ans et qui est père de 4 enfants, également un profil fort lisse. La seule chose que l'on sait à ce stade, c'est qu'il vit séparé de sa compagne depuis 1 an et qu'il ne le vit pas spécialement bien parce qu'il y tenait beaucoup. Et donc il vivait dans cette commune de Wappy. Cette séparation, elle sera le départ d'une affaire qui va mener au drame. Tout à fait, mais je dirais le contexte de la séparation et du drame ne pourra être élucidé qu'après pas mal de devoirs d'enquête. Deux amis se sont donné rendez-vous à l'étang des Vieilles Eaux pour pêcher. Arrivés sur place, ils sont immédiatement intrigués par la forme étrange d'un sachet plastique flottant sur le plan d'eau. Ils savent pas trop à quoi ils ont affaire. Il est à la surface, il flotte sur la vase, sur des algues. En s'approchant d'un peu plus près, les pêcheurs vont faire une découverte effroyable. Il ne s'agit pas d'un sac, mais bien d'un cadavre qui gît au bord de l'eau. Ils alertent aussitôt la police, qui arrive sur les lieux du drame et procède aux premières constatations. On a un cadavre, un corps, un homme, un petit peu dénudé, sans chaussures, un pantalon de jogging, un t-shirt. Il y a quelques traces post-mortem qui peuvent provenir d'animaux, des petites griffures, des choses comme ça, mais rien de très flagrant. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de traces de violence apparente. Ils font un tour dans l'environnement, pas de témoins. Visiblement, ils seraient noyés. La première piste envisagée par les policiers est celle d'un suicide. Mais au vu des premiers éléments relevés, ils sont perplexes. Ce qui va paraître bizarre, c'est que cet homme, ce cadavre, est sans chaussures et que les clés d'un véhicule vont être retrouvées à une dizaine de mètres, à peu près de là où le cadavre de cet homme est immergé dans l'étang. D'autant plus qu'en inspectant les environs, les policiers ne retrouvent aucun véhicule. Alors, qui est cet homme? Les clés de voiture lui appartiennent-elles? Et s'il s'est suicidé, pourquoi est-il pieds nus? Ou alors, lui est-il arrivé quelque chose de beaucoup plus sordide? Au commissariat de Wappy, les enquêteurs tentent de déterminer l'identité du noyé. Et un élément retrouvé sur la scène du drame va les conduire sur une piste. Le seul élément qui permette un petit peu d'avoir une idée sur l'identité de ce cadavre, c'est la chevalière qui comporte des initiales, SM. Les policiers consultent alors le fichier des personnes disparues, afin de découvrir si l'une d'elles porte ces initiales. On se rend compte assez rapidement que ça colle avec la disparition d'un homme originaire de Wappy, parce que sa compagne a signalé sa disparition depuis le 26 au soir. Le corps est identifié comme étant celui de Serge Marthe, un homme de 44 ans qui habite Wappy. Ses filles, Cassandra et Laura, issues d'un premier mariage, sont averties de son décès. J'étais au début contente quand on m'a dit qu'on avait retrouvé mon père, et puis après, ma mère m'a dit mais, et là j'ai tout de suite compris qu'il était plus de ce monde, quoi.
Je me suis effondrée tout de suite. Là, ça m'a fait un choc. Il a fallu comme soutien parce que je crois que je serais tombée. Les policiers alertent également Cindy, l'ex-compagne de Serge. Pour la jeune femme, c'est une tragédie. Sa compagne va être particulièrement effondrée par cette mort, cette issue fatale, et elle n'aura de cesse de dire que c'est un grand malheur, que manifestement elle ne pouvait pas imaginer que cette disparition allait se traduire par un tel drame. Nathalie, le corps de Serge sera amené à l'autopsie. Est-ce qu'on sait si les analyses vont amener des éléments compatibles avec la thèse du suicide? La thèse du suicide est très rapidement balayée pour une raison tout à fait évidente pour le médecin légiste, c'est qu'en réalité, il n'a pas d'eau dans les poumons, ce qui signifie qu'il était déjà mort au moment où on l'a jeté. Pas de noyade? Pas de noyade, certitude, et de surcroît, un examen plus approfondi du corps va faire apparaître des traces d'étouffement, ce qui suppose nécessairement l'intervention d'un tiers, et donc on se trouve face à un homicide et non pas face à un suicide. C'est la conclusion très rapide à laquelle on arrive dès le début de l'enquête. On est donc face à un crime, ce qui va forcément changer le cours de l'enquête. Dans ce cas, la première question qui va se poser, qui pouvait lui en vouloir, au point en tout cas de lui donner la mort? Est-ce qu'il y a dans son entourage des éléments qui seront rapportés et qui pourront éventuellement entraîner une explication? A priori, du côté en tout cas des enfants, il n'y a aucun problème. On le décrit comme un père aimant présent. Par contre, va surgir subitement la piste d'un passionné des jeux de hasard et notamment le fait qu'il fréquenterait de manière assidue le casino, ce qui aurait peut-être pu générer des tensions. Il doit peut-être de l'argent à quelqu'un, à des prêteurs sur gage, et à ce moment-là, les enquêteurs vont commencer à explorer également cette piste-là. Et si Serge avait été victime d'un crime crapuleux? Pour en apprendre davantage, les policiers entendent Cindy, son ex-compagne, qui leur révèle des faits inquiétants. Au moment où elle est interrogée, Cindy explique que ce qui est arrivé à Serge, c'est troublant parce que, quelque temps auparavant, il avait déjà subi plusieurs tentatives d'agression. La première agression, c'était à son travail. Il a été agressé par quelqu'un. Il avait un sac en papier sur la tête. Il lui avait demandé l'argent. Mon fils, il avait 20 €, il lui a donné. Il lui a demandé son portable, il lui a donné. Et il a été agressé avec un pistolet à grenaille. Et après, il lui a tiré dessus, et puis il est parti, le gars. Et ce n'est pas tout. Serge aurait également été victime d'une autre agression, quelques semaines avant le drame. Il s'agissait simplement d'une course-poursuite où la personne qui coursait, si je puis dire, Serge, essayait de lui rentrer dedans, essayait de provoquer un accident. Et Serge, il a roulé plus vite justement pour échapper à ça parce qu'il voyait bien que c'était quelqu'un qui voulait le tuer. Serge était donc bien en danger de mort. Les policiers se mettent alors à la recherche d'autres témoignages qui viendraient confirmer les déclarations de Cindy. Les enquêteurs ne s'arrêtent bien évidemment pas à une seule personne. Les enquêteurs font le tour de l'environnement de Serge. Ils n'y retrouvent pas ces affirmations de Cindy quant à son accoutumance pathologique au jeu. Soi-disant qu'il devait de l'argent, puis je dis non, mon fils n'avait pas de dette d'argent parce qu'on allait avec mes sous et il n'allait pas au casino tout seul. La piste du règlement de compte tombe à l'eau. D'autant plus que les policiers établissent que Serge ne présentait aucune dette envers qui que ce soit. Mais alors, de qui le père de famille était-il la victime? Ces agressions à répétition ont-elles un lien avec son meurtre? Et Cindy a-t-elle tout dit aux enquêteurs?
Le 1er juin 2009, le lendemain, Cindy rend une visite inopinée à Annick, qui s'inquiète. Cindy a un comportement étrange. Elle paraît anxieuse, fume cigarette sur cigarette et envoie des textos sans cesse. 2 jours plus tard, Annick apprend le meurtre de Serge. Et là, je l'ai fait venir à la maison. Et je lui ai dit... il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Et là, elle m'a fait oui de la tête. Je lui ai demandé si c'était elle. Elle m'a dit non. Cindy n'en dit pas plus. Annick lui lance alors un ultimatum. Elle a 3 jours pour se rendre aux policiers et divulguer l'identité du prétendu coupable. Mais la jeune femme n'en fera rien. De leur côté, les policiers veulent savoir qui est vraiment Cindy. Cette jolie jeune femme de 25 ans que ses proches surnomment Cosette. Sa personnalité, elle s'est construite sur un terreau de misère sociale, de misère affective et de misère familiale. Un ami de la famille qui s'appelait Patrick s'est plus ou moins incrusté donc chez eux, au domicile. Et au début, elle le voyait un petit peu comme un protecteur. Malheureusement, il est devenu un protecteur au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait se prostituer. Cindy attend alors d'avoir 18 ans pour se réfugier dans un foyer. C'est là qu'elle rencontre Serge, de 20 ans son aîné. Ils vivent un amour passionné jusqu'au jour où la jeune femme décide de le quitter. Mais le quadragénaire ne l'entend pas de cette oreille. À partir de là, il y a eu des menaces directement sur les enfants en disant voilà, eh bien, moi, de toute façon, je prends les enfants dans la voiture et je fonce dans un arbre, je fonce dans un ravin et tes gamins, tu ne les verras plus. Mais face à l'insistance de Cindy, Serge finit par céder et quitte le domicile conjugal. Pourtant, éperdument amoureux de la jeune femme, il continue de lui rendre visite régulièrement. Jusqu'au jour où il apprend que Cindy a une relation avec son frère Robert. Il se met hors de lui. Il a empoigné Cindy par les cheveux, il l'a claqué contre le mur, il lui a fait monter tous les escaliers et ils sont allés dans la chambre pour avoir une explication musclée. On est d'accord, Nathalie, cette nouvelle relation de Cindy représente un élément primordial parce qu'elle entraîne quelque part la présence d'un suspect supplémentaire, un suspect potentiel. Nous sommes bien d'accord, les enquêteurs vont prendre cette piste très, très au sérieux. Donc Robert va se retrouver convoqué au commissariat de police. Et là, c'est là que la bombe va littéralement exploser, puisque Robert va dire certaines choses, mais manifestement pas du tout ce à quoi les enquêteurs s'attendaient. Est-ce qu'il a quelque chose à se reprocher dans la mort de Serge? Est-ce qu'on se dirige vers la piste du crime dit passionné? Ce qu'il va expliquer, et c'est pour ça que je parle de petite bombe, c'est que en réalité, quelques mois auparavant, Cindy lui aurait demandé de tuer son propre frère Serge. Quand même. Et il va même plus loin, puisqu'il s'auto-accuse en expliquant qu'il a effectivement porté des coups à Serge, chose qui sera objectivée ultérieurement par les suites de l'enquête, mais qu'il aurait en dernière minute renoncé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire tuer son frère. Il se serait borné à le frapper violemment et, se rendant compte de la gravité de son acte, aurait décidé de mettre fin à sa relation avec Cindy. Donc, reste toujours la question de savoir qui est impliqué
dans la mort directe de Serge. Évidemment. À la PJ de Metz, avant d'entendre de nouveau Cindy, les enquêteurs analysent les appels téléphoniques des uns et des autres, le jour du crime, afin de savoir qui se trouvait près de l'étang ce soir-là. Et c'est ainsi que les enquêteurs ont réussi à déterminer la présence de Cindy, ainsi que la présence d'un autre numéro de téléphone. Les enquêteurs identifient ce numéro comme étant celui d'un certain Jérémy. Jérémy a 30 ans, agent de sécurité. Il est originaire de Moyeuvre, grande famille, enfin aussi famille reconstituée parce qu'il a plusieurs demi-frères, demi-sœurs. Il a perdu sa maman en 2005. Plus intéressant, les policiers apprennent que Cindy multiplie les amants et que Jérémy est sa nouvelle conquête. Le 10 juin 2009, ils décident donc de les interpeller tous les deux. Ils commencent par perquisitionner l'appartement de Jérémy. Tout de suite, il nous a indiqué un lieu qui correspondait à sa penderie, où il y avait les habits qu'il portait le soir des faits. Il était désabusé, désappointé. Ils disent « ce que vous cherchez, c'est là ». Le jeune homme va alors révéler aux enquêteurs que Cindy attendait un enfant de lui et que les violences à répétition de Serge auraient brisé ses rêves de paternité. Elle m'a dit qu'elle était enceinte et elle m'a dit que quand Serge l'a violée, elle a perdu le bébé. Donc moi j'ai vu rouge et donc je suis allée le tuer. De son côté, Cindy nie toute implication dans le meurtre de son ex-compagnon. Jérémy est pourtant formel, sa maîtresse a bien participé au guet-apens. Il indique qu'un piège a été tendu à Serge, que Cindy l'a appelé, l'a fait venir au niveau des étangs. Elle l'attendait, elle avait verrouillé les portes. Lui, il était dissimulé derrière le véhicule. Quand Serge Martz est arrivé à hauteur de la conductrice, Jérémy Zimmer dit qu'il a bondi sur Serge Martz pour l'étrangler. Pendant que Jérémy se battait avec Serge, elle mettait la musique à fond et elle se cachait sous le volant. Pendant 40 minutes, Jérémy et Serge vont se battre jusqu'au coup mortel porté par le jeune homme. Jérémy explique ensuite qu'avec Cindy, ils ont tenté de maquiller la scène de crime en suicide. Au terme de leur garde à vue, les deux jeunes gens sont donc mis en examen pour assassinat et incarcérés à la maison d'arrêt de Metz. Pour les enquêteurs, il s'agit désormais de savoir si Serge était aussi violent que le prétend son ex-compagne. Il y a des témoins qui viennent attester que les deux filaient le parfait amour. Et encore plus que tout, il y a des SMS échangés entre les deux qui n'ont absolument rien, mais rien à voir avec un couple qui traverse une crise. Nathalie, il n'y a donc toujours rien qui permette d'attester que Cindy ait été victime de violences de la part de Serge. L'enquête stagne. Est-ce que l'on va avoir recours à d'autres moyens, peut-être, pour tenter d'obtenir des éléments de réponse? Oui, en fait, les enquêteurs vont avoir recours à ce qu'on appelle, je dirais, maintenant, la piste la plus évidente en matière de technologie dans le cadre des enquêtes, c'est la téléphonie. Ah oui. Et la téléphonie va faire apparaître le jour des faits des contacts entre différentes personnes et notamment l'intervention d'un certain Jérémy. Et donc, fort de cette nouvelle piste, Jérémy va être entendu, va en réalité expliquer certaines choses qu'on va vérifier par le biais d'une reconstitution. La reconstitution consiste à demander à Jérémy, qui a entre-temps avoué les faits, mais de
faire les gestes qu'il a posés cette nuit-là, à savoir la dispute qu'il aurait eue avec Serge, le fait qu'après cette dispute, il aurait réussi à lui infliger un coup fatal, qu'il l'aurait fait tomber dans l'eau. Et je dirais que ça colle, grosso modo, aux constatations des enquêteurs et du médecin légiste, mais par contre, il reste une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, c'est le fait que Jérémy dit qu'en réalité, il a agi avec Cindy et qu'ils n'étaient qu'à deux. Et là, ça ne semble pas coller. Et pour quelle raison est-ce que cette version est mise en doute? Pour une raison très simple. Cindy, elle pèse le poids d'une poule mouillée, 45 kilos à tout casser, et selon les experts, il est totalement impossible qu'elle ait pu aider Jérémy à transporter le corps jusqu'à l'eau et à le jeter dans l'eau. Donc, il recherche nécessairement quelqu'un ayant la force nécessaire dans l'entourage des protagonistes. Et une fois de plus, c'est la téléphonie qui va permettre de s'orienter vers une piste pour ce troisième suspect qui va s'avérer être Michael, le propre frère de Cindy. La propre fiancée, entre guillemets, copine de Michael, dira que le lendemain du crime, Michael lui téléphonera pour lui dire qu'il avait aidé à transporter le corps. Ce que Michael niera par la suite, mais ce que cette petite amie confirmera totalement en disant « oui, il m'a bien dit qu'il avait transporté le corps ». Michael est donc interpellé et mis en examen pour non-dénonciation de crime et recel de cadavre. Alors Cindy est-elle la véritable tête pensante du meurtre sordide de son ex-compagnon? Aurait-elle séduit et manipulé tous ces hommes pour parvenir à se débarrasser de Serge? Le procès à venir tentera de répondre à ces questions. En janvier 2012, le procès de Cindy et Jérémy s'ouvre aux assises de Metz. Cela fait maintenant plus de 2 ans que la famille de Serge attend que justice soit faite. Je suis arrivée sereine, oui et non, parce que je savais très bien qu'il allait avoir au final une décision qui allait quand même être bonne, je pensais. Moi, j'attends qu'il ait puni sévèrement, et ce que je regrette le plus, c'est qu'elle a brisé énormément de trucs en nous. Quand Cindy et son amant Jérémy font leur entrée dans le box des accusés, la tension est à son comble. Au cours des débats, la jeune femme ne laisse place à aucune émotion. Il y a une attitude de l'accusée, Cindy Simone, qui est assez froide, qui ne fait état d'aucun sentiment, aucun remords. Et ça a raison de déclencher la colère des parties civiles. Elle ne me regardait pas. Hein. Quand elle me regardait, moi je la regardais tout le temps. Hein. J'ai fixé les yeux tout le temps. Hein. Et toute la semaine, quand elle était au tribunal, je la regardais. Hein. À la question de savoir si Cindy est bien la tête pensante du meurtre de son ex-compagnon, un nouvel élément apporte clairement la réponse. Au cours de son incarcération, Jérémy a passé des examens médicaux qui ont révélé qu'il était stérile. L'enfant, que Cindy dit avoir perdu sous les coups de Serge, n'a donc jamais existé. Lorsque Jérémy a appris l'existence de sa stérilité, il a tout compris. Il a revu le film en arrière et s'est rendu compte que depuis le début, il avait été l'objet de Cindy pour arriver à ses fins. On comprend clairement que Jérémy a été l'arme de Cindy. Cindy est donc condamnée à 30 ans de réclusion criminelle et Jérémy à 25 ans. Un verdict qui n'allège pas pour autant la souffrance des proches. Elle a pris 30 ans, lui 25.
ils vont purger leur peine. Un jour ou l'autre, ils seront dehors. Ils auront payé pour ce qu'ils ont fait, mais bon, ça rendra pas mon père, quoi. À Wapi, la mort de Serge a causé une plaie profonde dans la commune, mais surtout dans le cœur de ses enfants. Pour Cassandra, âgée aujourd'hui de 17 ans, l'absence de son père reste un véritable traumatisme. J'y pense tellement fort que je me dis que... mes bras et voilà. Finalement, Nathalie, on remarque que Cindy a tout manigancé depuis le début. Est-ce qu'on peut parler vraiment de sanctions exemplaires? On le voit, les peines, 30 ans de réclusion pour elle, 25 ans pour Jérémy. Est-ce qu'à votre avis, on a statué plus globalement sur l'histoire de cette femme qui a eu plusieurs relations amoureuses? On s'est rendu compte qu'elle avait mis la main aussi sur plusieurs hommes. Est-ce qu'on a jugé que l'affaire? On a vu plus large? Ah, c'est clair qu'on n'a pas fait de cadeau à Cindy parce que, bon, il faut quand même rappeler que dans le box des accusés, il n'y avait pas que Jérémy et Cindy. Elle a également entraîné Michael, son frère, qui s'en est mieux sorti avec 5 ans avec sursis pour recel de cadavres et non-assistance à personne en danger. Elle a également entraîné le propre frère de la victime, Robert, pour les faits qui s'étaient passés quelques mois auparavant. Celui-ci a également donc dû faire face à la justice. Donc, cette image de femme séductrice qui manipule les hommes comme un pantin a dû peser lourd dans la balance. Malgré les circonstances atténuantes qu'elle pouvait sans doute évoquer, parce qu'elle vient d'un milieu familial désastreux. Oui, très elle défavorisé. a été violée alors qu'elle était à peine sortie de l'enfance, prostituée. Donc, il y avait des choses à dire pour sa défense, mais je pense qu'il y a eu une telle manipulation que tous ces éléments à décharge sont passés à la trappe. Et personnellement, je trouve que Jérémy a été très lourdement condamné. Parce qu'on ne parle pas d'une affaire où on aurait exercé des tortures. D'accord, c'est un assassinat, mais il a écopé de 25 ans de prison. Alors qu'il s'avère que pour l'amener à participer aux faits, Cindy a été jusqu'à lui prétendre qu'elle avait perdu l'enfant qu'elle attendait de lui suite à un viol que la victime lui aurait fait subir. Or, Jérémy s'est avéré être stérile. Donc l'histoire de l'enfant n'a jamais existé. Et malgré ça, 25 ans de prison. Les jurés ont eu la main lourde. Merci pour votre analyse, Nathalie. On se retrouve très vite sur ce plateau.